Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission de santé qui vous parvient tous les dimanches à partir de 14 heures. Nous recevons deux spécialistes, l'un est infectiologue, l'autre épidémiologue. Il s'agit tout simplement professeur Mamadou Saliou Sow, chef service maladies infectieuses à l'hôpital national d'Onka, et professeur Abdoulaye Touré, directeur général de l'INSP, Institut national de santé publique. Ces deux experts vont nous apprendre ou nous aider à comprendre comment ensemble on peut lutter contre Covid-19 pour mieux donc cerner le thème d'aujourd'hui. Cher public de Dites-moi tout, docteur, et ceux qui veulent rejoindre, donc bienvenue à tous, encore une fois, mesdames et messieurs. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment Ensemble pour vaincre le Covid-19. Nous avons deux spécialistes, deux experts sur ce plateau pour nous enseigner sur cette pandémie, cette épidémie qui s'est vite transformée en pandémie. Alors, bonsoir professeur Touré, bonsoir professeur Sow. Bonsoir. Bonsoir. Alors, notre première question vous concerne vous. C'est la deuxième fois que vous passez dans cette émission. Et la première fois, on a parlé de épidémie. Aujourd'hui, on parle de pandémie. Depuis l'apparition de cette maladie en Guinée, faites-nous essayer donc de faire l'état des lieux de la maladie de la pandémie Covid-19. Merci pour cette deuxième invitation qui me donne encore une fois l'opportunité d'échanger avec nos concitoyens sur cette maladie, cette pandémie. Et donc, comme vous le savez, la Guinée a déclaré son premier cas au mois de février. Et aujourd'hui, la maladie évolue, comme vous le voyez à travers les bulletins qui sont publiés chaque jour. Et ce matin, nous sommes à 121 cas confirmés, dont 116 qui sont hospitalisés et 5 qui sont sortis guéris, avec 0 décès. Donc voilà la situation à ce jour. La situation à ce jour, hier c'était 111, aujourd'hui 121. Professeur Touré, l'apparition c'était une épidémie, aujourd'hui c'est une pandémie. Qu'est-ce qui nous a échappé ou qu'est-ce qui a échappé à tout le monde? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Ce qui nous a échappé, on ne peut pas dissocier ce qui se passe en Guinée de ce qui se passe ailleurs. Pour l'instant d'ailleurs, on peut dire que ce qui se passe en Europe est pire que ce qui se passe en Afrique. Et donc pour ce qui est surtout remarquable concernant cette maladie, c'est sa vitesse de propagation, qui est beaucoup plus rapide que certaines maladies comme Ebola et d'autres. Donc c'est cette vitesse de propagation qui est surtout importante et qui est le grand challenge pour nous professionnels de santé. Et pour ce qui est de la Guinée, certes vous vous rappelez tout à l'heure qu'hier on était à 111, aujourd'hui on est à 121. C'est vrai que ce nombre d'augmentation, ce nombre de cas qui augmente tous les jours est un facteur qui peut être source d'inquiétude pour la population. Évidemment. Mais il faut comprendre ça encore sous un autre angle. Autrement dit, on peut mettre ça sur le coup de dépistage massif, le fait que la stratégie du ministère de la Santé aujourd'hui, qui consiste à tout faire pour identifier le maximum de cas, pour ne pas dire tous les cas, cette stratégie elle marche malgré quelques difficultés, on va dire, organisationnelles. Donc ça c'est extrêmement important. Il ne faut pas que les malades soient cachés. Quand quelqu'un est atteint, le système de santé doit le savoir et c'est pour cela actuellement nous avons ouvert des sites de dépistage à plusieurs endroits. Je pourrais revenir dessus tout à l'heure parce que c'est important que les gens sachent à partir de la semaine prochaine, donc à partir de ce lundi, quels sont les sites dans les différentes communes où on peut aller, si on est contact d'un malade, où on peut aller se faire dépister. Donc moi je prends ça plutôt comme étant quelque part une performance du système de santé à pouvoir identifier le maximum de cas. On peut se faire dépister sans être en contact aussi, c'est possible? Non, la priorité à ceux qui sont déjà en contact. Si vous n'avez pas voyagé,
vous n'avez pas été en contact avec un malade et vous êtes en bonne santé, bon, il vaut mieux continuer à vous protéger. Asymptomatiques pendant un bout de temps. Alors, on peut être en contact avec ces personnes. Alors, est-ce qu'on peut savoir que cette personne a déjà contracté le virus? Oui, quand quelqu'un est identifié comme un cas confirmé, le département surveillance de l'Agence nationale de sécurité sanitaire met une équipe à travers les directions communales de la santé, des équipes d'investigation qui viennent travailler avec la personne même pour retracer tout son parcours des dernières semaines, pour savoir avec qui il a été en contact, où est-ce qu'il est parti. Je pense qu'en menant cette investigation, on saura très bien ceux qui ont été en contact avec le malade, et le test est proposé à toutes ces personnes à ce jour. Ah oui. Professeur So, il a dit tout à l'heure, ce qui est exceptionnel pour cette pandémie, c'est son allure, l'allure à laquelle elle se propage à travers le monde. Dites-nous quels sont les modes, les moyens de transmission de Covid-19. Merci beaucoup, madame, de nous avoir invités à ce plateau. Oui, cette maladie, elle est exceptionnelle, comme a dit mon collègue, mais aussi elle est exceptionnelle de par certaines choses, et notamment par son polymorphisme clinique. Autrement dit, le fait que maintenant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de signes, de manifestations cliniques, et aussi par le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont asymptomatiques. Et donc, il y a tous ces facteurs-là, et ce qui est aggravé par la vitesse à laquelle ce virus se propage. Maintenant, en ce qui concerne les modes de transmission, ce sont les principaux modes de transmission qui sont connus, deux qui sont décrits. Le premier mode de transmission, c'est à travers les gouttelettes. Et autrement dit, en parlant et en éternuant, ou alors en toussant, il y a le virus qui va suivre ces gouttelettes-là et qui peuvent infecter une autre personne proche qui n'est pas malade. Ça, c'est le principal mode de transmission. Et l'autre mode de transmission qui est décrit aussi, qu'on a vu, c'est à travers le contact. Et si nous avons un patient qui est dans un environnement et qui arrive à contaminer ces objets, qui arrive à contaminer l'environnement, et le fait de toucher ces parties-là, et à travers cette main, on peut s'infecter ou infecter une autre personne. Et il y a d'autres modes de transmission qui sont décrits aussi. Ce sont les modes de transmission à travers les matières fécales. Une personne qui est malade, et elle peut excréter le virus à travers les selles. Et donc, si on arrivait à manipuler ces selles-là, ou que ces selles arrivent à infecter certains objets, ou même les eaux usées, ou les eaux par exemple. Donc tout ça, ce sont les moyens de transmission de cette maladie. Il y a d'autres moyens de transmission exceptionnels qui sont aussi décrits. C'est à travers l'air, donc des particules virales. Certains l'ont décrit dans la littérature, dire que voilà, il peut avoir des particules virales. S'il y a des particules virales, si l'environnement est très infecté, et il se peut qu'il y ait que le virus soit dans les particules de l'air, et donc ça peut se transmettre. Alors c'est pourquoi on demande à ce qu'on utilise ces masques-là. Et mais on a dit aussi pour les spécialistes que c'est une molécule qui est, je ne sais pas, le virus est un peu lourd par rapport à sa transmission dans l'air. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est pour cela que nous avons dit gouttelette. Ça veut dire que d'abord, il faut tenir compte de la taille des particules. Si la taille est un peu plus grande de 5 microns, on parle de gouttelette. Okay. Donc c'est en ce moment la transmission, et surtout si la distance est moins de 2 mètres. C'est en ce moment, on dit que voilà. Cette distance est respectée sur ce plateau? Oui, à peu près. À peu près. Est-ce que, professeur So, il y a d'autres signes évocateurs que nous, profanes, nous ne connaissons pas? Oui, alors ce qui est important, c'est que
du jour au jour, on arrive à découvrir des choses. Et si au début on parlait des signes simples tels que la toux, tels qu'une douleur à la gorge, tels que des maux de tête, et à ce jour il y a d'autres signes qui sont décrits, notamment le fait de perdre le goût, c'est-à-dire que la personne est là, elle n'a pas de goût. Alors le fait de perdre, de ne pas entendre, et donc ça, ce sont ces signes qui sont décrits tout récemment. Mais en plus de ça, ce que nous avons vu ailleurs, c'est surtout des patients ou des personnes qui arrivent dans les hôpitaux et dont les circonstances de découverte sont scanographiques. Autrement dit, on arrive à faire le scanner et on trouve des lésions au niveau des poumons. Et c'est des lésions qui sont un peu caractéristiques. C'est des lésions de type interstitiel qui sont initialement unilatérales et puis qui deviennent rapidement bilatérales. Et il y a beaucoup de découvertes de cas à partir de ce scanner. Okay. C'est une question que moi je veux vous poser personnellement. Est-ce que transmet-elle cette maladie par voie sexuelle? Alors, la transmission par voie sexuelle, pour le moment, moi, je n'ai pas vu encore, à moins que le collègue le dise autrement, sinon moi, je n'ai pas vu encore des articles sur ça, autrement dit, des publications scientifiques. Okay. Mais comme je le dis le plus souvent, quand on regarde les autres maladies virales, et il faut beaucoup se méfier, et puisqu'on n'a pas encore tous les secrets de ce virus. Alors, on n'a pas tous les secrets de ce virus. Est-ce que, professeur Touré, vous avez envie de rajouter quelque chose par rapport à cette mode de transmission par voie sexuelle? Non, rien de particulier. Okay. Comme l'a dit le professeur So, je le disais, je ne sais pas si c'était encore ici, c'est une nouvelle maladie et nous-mêmes scientifiques, nous apprenons tous les jours. Donc tous les jours, il y a quelque chose qui se rajoute à ce qu'on savait déjà des caractéristiques particulières de cette maladie. Et maintenant, pour ce qui est de la transmission sexuelle, je n'ai pas plus d'informations que ce qu'il a dit. Okay. Mais s'il se trouve déjà qu'un des partenaires est infecté, déjà ce contact très rapproché pourrait déjà être un facteur de transmission au-delà d'une éventuelle présence dans les sécrétions vaginales ou dans le sperme. On va laisser, on ne doit pas spéculer sur les chiffres. Professeur, vous avez parlé tout à l'heure les cas confirmés, hospitalisés, tout cela. Est-ce que vous pouvez revenir dessus pour permettre aux téléspectateurs de comprendre qu'il y a une allure vraiment de propagation de la maladie? Oui, je disais tout à l'heure que aujourd'hui nous avons 121 cas confirmés. Aujourd'hui, dimanche 5 avril. Dimanche 5 avril, à l'heure où nous vous parlons, le bulletin a été diffusé il y a quelques minutes avant le début de cette émission. Nous sommes à 121 cas confirmés, 116 hospitalisés et 5 personnes qui sont déclarées guéries et qui sont rentrées à la maison et 0 décès pour l'instant. Oui, 0 décès. Ceux qui sont rentrés à la maison, professeur, est-ce que les précautions, dispositions sont prises au niveau de leur famille? Ceux qui sont rentrés à la maison et qui sont déclarés guéris continuent à être suivis par le ministère de la Santé et sont également suffisamment sensibilisés pour continuer à observer les mêmes règles d'hygiène, notamment les mesures de barrière pour protéger la famille. Alors, le problème nodal, les règles fondamentales, c'est la prise en charge, elle reste primordiale. Professeur So, parlez-nous un tout petit peu les cas confirmés qui sont en nombre ou bien aussi assurés? Le nombre de personnes actuellement confirmées sont au niveau de l'hôpital d'Onka et le traitement de ces malades, c'est un traitement qui est maintenant codifié à travers un protocole qui a été mis en place par le ministère de la Santé à travers
l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque patient, chaque malade est un cas. Et donc ce sont les lignes directives qu'on donne. Mais vous verrez, il y a des patients qui ont d'ailleurs des signes. Les signes sont différents. Et vous avez des patients qui ont d'autres maladies associées. Et donc nous tiendrons compte de tout ça pour les traiter. Quel est le type de maladie que ces patients, si on peut le savoir, si ce n'est pas trop indiscret? Vous n'êtes pas obligé, professeur, hein? Si vous ne pouvez pas le dire, ce n'est pas la peine. Sachez que ces patients qui sont infectés, c'est des patients qui sont dans la population générale. Et donc quand on regarde la population générale, on a toutes sortes de personnes. Il y en a qui sont hypertendus, il y en a qui sont diabétiques, il y en a qui sont asthmatiques, il y en a qui sont enceintes. Donc ce sont ces personnes-là, c'est un échantillon de ces personnes-là qui est actuellement hospitalisé. D'accord. Enceinte, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui a contracté la maladie, qui sont enceintes. Vous avez ces cas chez vous, à l'hôpital d'Onka? Oui. D'accord. Professeur Sow, en tout cas pour nous, le centre de Nongo, centre infectieux de Nongo reste en tout cas le premier centre pour cette maladie. Alors le transfert, ça a été comment? Pourquoi de Nongo à Donka, qui n'est pas encore inauguré? Les conditions sont requises. Parlez-nous un tout petit peu, comment ça s'est passé? Alors, le transfert a été fait de Nongo pour l'hôpital d'Onka. L'instruction est venue de plus haut niveau. Cette instruction a été donnée par son Excellence, Monsieur le Président. D'accord. Et donc, il a instruit au ministère de la Santé de faire le transfert de ces malades. Et donc, l'objectif était d'améliorer leurs conditions de prise en charge, puisqu'on sait que Donka, c'est un CHU. Et ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est un hôpital qui était là, neuf, et donc où il y avait des chambres individuelles, il y avait vraiment le minimum de confort. Et donc, c'est pour cela que ces malades ont été transférés. Mais aussi, il y a suffisamment de place qui fait que, puisqu'il faut se projeter dans l'avenir, qui fait que voilà, cette instruction a été donnée. Et c'est pour cela que ces malades ont été transférés à l'hôpital national d'Onka. Mais officiellement, ce n'est pas inauguré Donka. C'est la partie où sont administrés, alités les malades qu'on utilise. Pas tout l'hôpital. Tout à fait. Ok, tout à fait. D'accord. Mais tout l'hôpital est au compte ici. L'instruction a été donnée. Voilà, en cas de besoin, voilà, l'hôpital d'Onka est là, on peut l'utiliser. Voilà, professeur, j'ai l'impression que vous avez envie de dire quelque chose. Allez-y. Oui, c'est pour effectivement appuyer ce qu'il a dit. Donka est très grand. Comme vous l'avez constaté, au moment où le transfert se faisait, on était à une vingtaine ou tout au plus. Et aujourd'hui, nous sommes à 100 et quelques. Je pense que si on était à ce chiffre à Nongo, les conditions de prise en charge seraient difficiles. Mais au-delà de cela, vous avez dû voir les instructions du président de la République qui ont été diffusées, c'est-à-dire que toute structure publique ou privée peut être réquisitionnée pour lutter contre cette maladie. Donc, ça ne doit pas être une surprise. Donc, pour l'instant, dédié à cela, ça peut être n'importe quelle autre structure publique ou privée, même un hôtel. On peut réquisitionner entièrement tout un hôtel et en faire un hôpital. Mais nous prions Dieu qu'on ne soit pas à ce stade, mais tous ces scénarios sont bien possibles. Très bien. Alors, professeur, c'est une question qui me passe par la tête. Lorsqu'un cas est avéré, confirmé, tout cela, quels sont les autres protocoles à suivre pour la même prise en charge? Alors, si un cas est confirmé, d'abord, on cherche à l'hospitaliser s'il n'était pas hospitalisé, puisque les cas peuvent venir de plusieurs façons. Soit c'est un cas qui est passé par une structure sanitaire puisque le cas était symptomatique, et donc on l'amène en tant que suspect, on l'hospitalise, on fait le diagnostic et on le maintient, on confirme le cas, on le met dans la salle d'hospitalisation des cas confirmés. Maintenant, si c'est un cas contact qui était
contact, aucun signe, et qu'il arrive à faire le dépistage aussi, et on arrive à diagnostiquer, et là aussi, on va l'inviter à être hospitalisé. Et puis, il y a d'autres mesures qui seront derrière. Ce sont les mesures de suivi de contact. Et donc, il y aura une enquête derrière ce cas pour retracer l'itinéraire, pour retracer tous les contacts afin de les lister et de pouvoir les suivre. Okay. La question que je voulais poser lorsque vous avez parlé des différents types de cas que vous avez, les personnes qui ont d'autres pathologies, il semblerait que Covid-19 est sévère quand même avec les personnes qui ont des problèmes rénaux par exemple. Est-ce vrai? Et ceux qui ont des problèmes de poumons ou des asthmatiques, vous l'avez même mentionné tout à l'heure, est-ce que tout cela est vrai? Oui, quand on regarde ces publications scientifiques, et d'ailleurs pas seulement pour Covid, pour la plupart des maladies, quand on est malade et qu'en plus de cette maladie pour laquelle on est hospitalisé, on a d'autres maladies, ça veut dire qu'on a plus de malchance de souffrir par rapport à quelqu'un qui n'a que la seule maladie. Et ce qui fait que ceux qui ont une pathologie associée, dont une insuffisance rénale, dont une affection pulmonaire ou une affection cardiaque, etc., sont plus à risque de souffrir et même d'en mourir. Et c'est pour cela, quand on regarde ces publications, voilà, c'est décrit dans la littérature. Alors, vous êtes associé donc avec d'autres médecins, pas seulement des infectiologues, les nephrologues, les cardiologues? Évidemment, oui. Et c'est pour cela, à ce jour, il y a un comité de prise en charge coordonné par l'agence que le ministère de la Santé a mis en place. Et ce comité de prise en charge est composé de spécialités multidisciplinaires. Et donc, parmi ce comité, nous avons des infectiologues et nous avons des pneumologues. Et il y a aussi les pédiatres, et, il y a les gynécologues en cas d'une femme enceinte, et il y a les réanimateurs qui sont avec nous. Et donc, il y a toutes ces spécialités qui sont avec nous. Maintenant, il y a aussi les psychologues qui sont avec nous. Et en plus de tout ça, de toutes les façons, la liste n'est pas exhaustive. Quand on a quelqu'un qui nécessite une spécialité aussi, quelle que soit la spécialité, et puisqu'on est au CHU, on fera en sorte que la personne soit accessible à cette consultation spéciale. Que le collège médical soit là, quoi. Est-ce qu'il y a des enfants ou des enfants qui sont déjà dans le service? Pour le moment, on n'a pas reçu des enfants. On aimerait bien avoir des pédiatres ici sur ce plateau pour un peu sensibiliser dans ce secteur. Est-ce que les enfants aussi peuvent contracter les maladies, professeur? Oui, absolument. Aucune personne, on est tous à risque, qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, qu'on soit âgé, tout le monde est à risque. On aimerait bien avoir un pédiatre ici sur ce plateau. Professeur, vous venez de recevoir, c'est 20 000 si je ne me trompe pas, 20 000 tests. Hein? Alors dites-nous la fiabilité de ces tests. Lorsque vous avez reçu, qu'est-ce que vous allez faire avec ces tests? Vous allez d'abord les tester dans les laboratoires, voir leur fiabilité ou quoi? Bon, oui, c'est des tests qui ont été, les 20 000 dont vous parlez, ont été reçus dans le cadre d'un don que Jacques Ma, un commerçant philanthrope chinois, a mis à disposition des pays africains, et notre dotation, c'est ce que nous avons reçu la semaine dernière. Donc ça faisait environ 20 000 tests. Et la fiabilité, c'est déjà évalué par l'Institut national de santé publique. C'est des tests qui sont très très performants. Et maintenant, si vous me dites, est-ce qu'il y a des risques? Oui, bon, il peut y avoir des risques. Rien n'est absolu dans la vie, mais c'est des tests les plus fiables à ce jour qu'on peut avoir, parce que c'est de la biologie moléculaire. Donc la fiabilité est à plus de 99,99%. Même si dans tout travail, il ne faut pas exclure aussi voilà, des erreurs humaines qui peuvent arriver. La fiabilité est définie comment? Vous les testez une fois sur vous? Qu'est-ce qu'il faut? On veut comprendre, parce qu'il y a
il n'y a personne, pas peut-être chez nous, peut-être que vous allez, professeur Rousseau, va me dire quelque chose dans ce sens. Il y a des faux négatifs. Est-ce que vous avez déjà eu ces genres de cas? Est-ce que c'est les tests qui définissent ces faux négatifs ou c'est le scanner ou c'est les radios? Les faux positifs et les faux négatifs sont plus fréquents lorsqu'on utilise les tests de diagnostic rapide. Vous voyez bien à travers les médias étrangers actuellement, des tests qu'on fait en 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Bon, c'est très beau à entendre et c'est même bon dans certaines circonstances s'il s'agit de ratisser vraiment large parce que les techniques qui sont utilisées actuellement en Guinée sont des techniques, on va dire, un peu plus lourdes. C'est le dernier niveau en termes de tests de diagnostic du coronavirus. Donc pour tout test, cela peut arriver, mais pour la PCR, cette proportion est extrêmement limitée, pour ne pas dire qu'il n'y en a pas, mais c'est extrêmement limité. Et maintenant, pour le reste, il ne faut pas exclure, quoi. Il peut y avoir des petites erreurs humaines, ça peut arriver. C'est pas très fréquent. Lorsque ça arrive, qu'est-ce qu'il faut pour corriger les erreurs? Il faut reprendre le test. D'ailleurs, tous ceux qui sont hospitalisés actuellement, ils bénéficient d'au moins 3 tests. C'est-à-dire le test qui confirme qu'ils ont la maladie. Ils sont hospitalisés. Quand le clinicien dit, bon, cette personne-là, je suppose que sur le plan clinique, elle est guérie. Il n'y a plus d'autres symptômes. Le laboratoire fait un prélèvement pour savoir si effectivement il n'y a plus de traces. Donc si c'est négatif, c'est encore repris 48 heures après. Donc il y a toute une série de tests sur la même personne. Et d'ailleurs en Guinée, pour les laboratoires, nous on a longuement travaillé en faisant analyser le même échantillon par 2 à 3 laboratoires qui ont les mêmes compétences pendant un certain temps. Et on est arrivé à la conclusion que c'est concordant sur plus de 100 échantillons et ce n'est plus utile de continuer à faire évaluer le même échantillon par tous ces labos parce que tous ces labos aboutissent au même résultat. Alors, on va parler du traitement, mais avant le traitement, est-ce que, professeur Rousseau, ces malades passent par le scanner? Parce qu'on demande souvent, quand on a un problème respiratoire, est-ce que d'ailleurs les malades qui sont à Conakry ont ce problème-là, problème respiratoire? Ce qu'on voit chez les autres, c'est des personnes âgées, à un certain âge, et qui ont des problèmes de poumons, de respiration. Est-ce que nos malades sont arrivés à ce stade-là? Est-ce que le scanner, vous avez besoin de faire le scanner pour définir ou déterminer un peu l'évolution du virus dans les poumons, comme c'est dans les poumons il se loge? Alors, est-ce que ces malades sont graves? Heureusement, jusqu'à maintenant, on n'a pas de malades qui sont très graves. On a très peu qui ont un peu de problèmes respiratoires et nous travaillons avec les réanimateurs et en cas de besoin, ils viennent quel que soit le moment. Donc ça, c'est déjà bien. Maintenant, ce qui est prévu aussi dans cette prise en charge, c'est de faire de la radiographie pulmonaire, à défaut de faire le scanner, puisque il faut se dire que déplacer ces malades-là, c'est pas aussi facile, puisque le risque c'est un risque de transmission. Et c'est pour cela, ce qui a été prévu depuis le début par le ministère de la Santé, c'est de faire en sorte qu'on ait des radiographies mobiles et pour pouvoir faire sur place la radiographie et la radiographie pulmonaire. Mais la fiabilité du scanner est plus élevée que la radio. Professeur, vous le savez mieux que moi. Ça c'est sûr. Alors, c'est sûr. Voilà. Il faudrait, le président de la République n'a qu'à acheter un scanner pour ces malades. Parce qu'on ne veut pas, justement, c'est le moment, c'est l'occasion. Faire passer un message, c'est l'occasion pour que le président personnellement achète un scanner pour ces malades. Parce que de 1 cas à 121 cas, ça commence à aller, le chiffre commence à grimper. C'est moi qui le dis et ça n'engage que moi, professeur Sow. Oui, comme vous l'avez dit, mais c'est qu'on peut surtout faire systématiquement, ou qu'on peut demander en fonction de la clinique, c'est surtout aussi
dans nos contextes, hein, la radio qui est déjà prévue d'ailleurs. Je pense que si déjà on arrive à le faire en fonction bien entendu de la clinique, c'est déjà bien. Il faut noter qu'il y a des scanners qui sont installés à l'hôpital d'Onka pour ce nouvel hôpital, mais voilà, qui ne sont pas encore opérationnels. Mais comme vous le savez, c'était pas prévu tout de suite l'ouverture et ce n'est pas encore inauguré. Et donc c'est à cause de cette maladie qu'on a. Je suis allée un peu en besoin, quoi. C'est pas grave, on va parler du traitement, le traitement approprié pour nos parents qui sont malades. Alors le traitement il y a deux types de traitements. Lequel? Il y a le traitement en fonction des signes que nous appelons traitement symptomatique. Et donc quand un malade a des maux de tête, on lui donne un traitement pour ça. Quand il vomit ou il fait de la diarrhée, on lui donne le traitement, sachant que si on n'arrive pas à traiter ça, ça risque d'empirer. Donc c'est pour cela, c'est important de venir à l'hôpital, quel que soit le signe qu'on a, pour qu'on soit traité. Donc ça, c'est le premier type de traitement. Le deuxième type de traitement, ce sont les essais qui ont fait preuve d'efficacité et dans d'autres pays, dont la Chine en premier, des malades qui ont reçu des molécules qui sont très connues, dont la chloroquine, qui était autrefois utilisée pour le traitement du palu, ou le plaquenil, c'est l'hydroxychloroquine, ce sont deux molécules très proches et qu'on a données à des patients. Et puis d'autres molécules aussi ont été données, ce sont les antibiotiques qu'on a donné, azithromycine, et surtout à Marseille. Mais encore une fois, c'est le traitement qui est réservé aux malades hospitalisés. Autrement dit, pour prendre ce traitement-là, il faut qu'il y ait une prescription médicale, puisque même si c'est des molécules, c'est des médicaments qui sont connus, mais ces molécules ont des effets indésirables, des effets bien entendus. Donc c'est important qu'on ne les prenne pas à domicile et qu'on attend une prescription médicale. Alors, je crois que vous qui nous suivez, automédication, pour le moment, avec ce qu'on a vu sur les télés, sur les différentes chaînes, il ne faut pas se traiter soi-même, il faut attendre l'avis d'un professionnel, surtout l'utilisation de ces hydroxychloroquine. Donc, chers téléspectateurs, si vous avez certainement compris, automédication pour le moment. Et puis on demande aussi d'éviter de prendre les anti-inflammatoires, professeur. Est-ce que... Oui, évidemment, les anti-inflammatoires sont contre-indiqués. Et il faut les éviter puisque le risque c'est de réactiver plus le virus et de diminuer le système immunitaire de l'hôte. Donc c'est important de ne pas les prendre. Mais en plus aussi, c'est des médicaments qui peuvent entraîner, qui ont beaucoup d'effets secondaires, qui peuvent faire saigner, etc. Donc il faut les éviter. Alors maintenant, quand on a un peu mal à la tête, on a un peu de grippe, de fièvre, vous nous recommandez quoi? On va aller se faire dépister ou bien on prend du paracétamol? Alors, si vous avez accès au paracétamol, puisque c'est disponible dans les pharmacies, voilà, vous prenez. Ou alors, vous avez un médecin, vous l'appelez, vous lui dites ce que vous avez et il pourra vous donner des consignes. Voilà. Ou alors vous venez à la pharmacie, vous demandez des consignes, des conseils, je veux dire. D'accord. Des conseils. On a un élément de la rédaction politique qu'on va faire passer, mais professeur Touré, est-ce qu'aujourd'hui on a suffisamment d'intrants pour nos malades? Les intrants pour la prise en charge, pour le diagnostic, pour tout. Bon. Si on a suffisamment, moi j'aime souvent relativiser parce que personne ne sait comment ça va évoluer. Pour l'instant, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu 20 000 et quelques tests disponibles, ça couvre les besoins immédiats. Surtout quand on avait reçu ça, on était entre 10 et 15 patients. Et aujourd'hui, depuis le lundi, depuis que nous avons franchi la barre de 20, il y a une forme de psychose qui s'installe. Tout le monde va vers l'hôpital d'Onka pour se faire dépister. Et donc, je veux dire, la consommation des intrants augmente énormément.
Donc il y a beaucoup de consommation et donc c'est ce qui fait que nous en avons une certaine quantité pour l'instant. Les dispositions sont prises pour renouveler les commandes parce que même les 20 000, on suppose que ça ne pourrait pas complètement suffire parce que la stratégie qu'on a choisie actuellement, c'est de faire le maximum de dépistage, ce qui n'est pas le cas. Chaque pays a sa stratégie. Donc pour l'instant, nous avons opté pour cela, ouvrir un peu, si je peux me permettre, les vannes pour dépister le maximum de personnes et puis donc ce qui va nécessairement entraîner beaucoup d'hospitalisation et donc il peut y avoir un grand besoin aussi en consommation, en intrants pour ceux qui ont la prise en charge. Je ne suis pas suffisamment mieux placé pour apprécier Professeur, la couverture des besoins dans ce lorsqu'on a fait son statut, lorsqu'on a connu son statut, est-ce que ça nous protège de la maladie? Absolument non. Ça, c'est extrêmement important parce que les gens veulent, chacun appelle, je vais me faire dépister, Mais vous faites dépister si vous n'avez pas été en contact avec un malade, vous n'avez pas voyagé, donc vous n'avez rien, vous faites le dépistage, vous êtes négatif. Vous allez penser que vous êtes protégé et le lendemain, vous relâchez un peu. Donc, il faut vraiment faire attention à cela. Il faut juste respecter les moyens les plus efficaces sont le respect des gestes barrières, il faut les règles d'hygiène et c'est ce qu'il faut observer scrupuleusement. Donc, vous parliez tout à l'heure de la grippe. Moi, je conseillerais à tout le monde, celui qui pense qu'il ne se sent pas très bien, le geste le plus simple et adéquat, il faut aller voir un médecin à côté. L'intéressé dans l'interrogatoire vous dira, en posant des questions, peut estimer que vous avez pris des risques ou pas et peut probablement demander à ce que vous fassiez le test pour le coronavirus ou pas. La deuxième partie, c'est pour bientôt. Vous pouvez nous joindre, chers téléspectateurs, au 620 58 90 73. En attendant, on a d'autres questions pour nos invités respectifs. Professeur Sow, le pays n'ayant pas assez de structures adéquates ou prêtes pour une telle pandémie, quelle stratégie vous nous proposez pour endiguer un peu la pandémie? Bon, pas beaucoup de structures, peut-être pas forcément. Comme vous le savez, pendant Ebola, il y a eu la construction de beaucoup de centres dans presque toutes les préfectures et à travers le ministère de la Santé, via l'Agence nationale. Oui, donc il y a le cadre quand même. Peut-être ce qu'il faut mobiliser ou alors préparer, c'est aussi en cours, ce sont les ressources humaines, plus tout le matériel qui va accompagner. Je pense que c'est ce qu'il faut surtout préparer, mais c'est en cours, les prévisions sont en cours. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin? C'est ce qu'on est en train de faire, je pense qu'il faut être plus strict. Et le fait d'isoler par exemple Conakry, ça c'est extrêmement important. Et si on arrive à isoler Conakry, sachant que la plupart des cas qu'on a jusqu'à maintenant, c'est à Conakry. Le fait d'isoler Conakry et de concentrer l'effort à Conakry sans oublier l'intérieur aussi, ça c'est une mesure extrêmement importante. On a vu en Chine où ils ont isolé plus de la ville de Wuhan, où 60 millions environ. Donc, c'est extrêmement efficace. Et on se rappelle aussi toujours les années où il n'y avait pas de moyens, l'effet de quarantaine. Alors, donc, pour moi, c'est la première mesure. L'autre mesure, ce sont les mesures individuelles dont on a souvent parlé, mais surtout, il faut que chaque individu fasse en sorte qu'il accepte ces mesures-là et qu'il accepte d'abord que la maladie existe et qu'il accepte de respecter ces mesures qui sont extrêmement importantes. Maintenant, les autres mesures, c'est quand on est malade, il faut appeler un médecin, il faut aller dans une structure sanitaire. Ouais. Vous avez dit tout à l'heure que tout est concentré à Conakry, mais qu'on n'a pas oublié l'intérieur. Dites-nous comment ça se gère de l'autre côté de la République. Oui, on sait qu'il y a eu un cas à Labé, un cas à Boké, et donc il y a des centres qui ont été préparés. Et dans ces centres, dans ces régions-là, mais aussi dans d'autres régions. Donc actuellement, à Labé, ils ont
mis en place le centre. Et puis à Bokeh, il y en avait 2A. Et donc, il y a tout ça qui est en train d'être préparé. Même à Kindia aussi, et le centre qui est là, qui est aussi prêt. Donc, il y a tous ces centres-là qui sont en train d'être préparés pour accueillir au cas. Préparés avec les médecins généralistes ou bien avec des épidémiologues ou des infectiologues. Et puis d'ailleurs, à la même occasion, le nombre d'infectiologues à Conakry, d'épidémiologues, parce que il n'y en a pas beaucoup, ou bien aujourd'hui c'est comment? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun a sa place dans la prise en charge de ces malades. C'est vrai qu'on a très peu d'infectiologues, on a très peu de réanimateurs. L'infectiologue, on a environ 7, 8. Et les réanimateurs, nous en avons 8 ou 9 environ. Et donc, très peu. Mais il y a beaucoup de médecins généralistes, il y a beaucoup de pharmaciens, il y a beaucoup d'infirmiers qui font office dans les régions d'anesthésie réanimateurs. Et donc, l'idée, c'est de former, par exemple, en matière de réanimation, tous ces infirmiers ou infirmières qui ont 2A, qui travaillent 2A dans cette spécialité, et comme faisant office, en tout cas, orientation de réanimateurs. Donc c'est ça l'idée. Et en plus aussi, on a des jeunes qui sont très bien formés, qui ont participé aussi à la riposte contre Ebola, qui sont très bien, qui sont nombreux. Et aussi tous les médecins. Quand on regarde les autres pays tels que la France, là, même les médecins qui étaient à la retraite, ils ont fait appel. Et même les étudiants de médecine, les étudiants de pharmacie, tous sont mobilisés pour lutter contre cette maladie. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui à Conakry? Vous avez pensé à réquisitionner les étudiants en médecine pour, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour... Je pense que vous avez même vu l'arrêté, si c'est un arrêté ou un appel au ministère de l'Enseignement supérieur pour faire en sorte que certains étudiants, les étudiants de médecine, pour qu'ils participent à des recherches. Les bénévolats, voilà. Tout ça. Bon, ce sera... En tout cas, il y a ces appels-là et ce n'est pas exclu du tout, quelle que soit la personne, que ce soit un étudiant en médecine ou pharmacie, tout le monde peut être mobilisé, ça c'est sûr. D'accord. Épidémiologue, il y en a assez à Conakry, ou bien il y en a d'autres à l'intérieur, professeur Touré? Oui, il y en a beaucoup, je veux dire. Bon, et puis là aussi, c'est en fonction des niveaux. On n'a pas besoin d'un grand spécialiste à tous les niveaux, mais dans le cadre de la collaboration de la Guinée-CDC, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été formées en épidémiologie de terrain depuis le début de l'épidémie d'Ebola. Selon le niveau, comme ils appellent, première ligne, deuxième ligne, et ainsi de suite. Donc ces gens sont suffisamment... leur participation est mise à contribution actuellement pour les investigations autour des cas. Mais ce que moi je veux dire, c'est que la lutte contre cette maladie, elle n'est pas strictement médicale, elle n'est pas que médicale, parce qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression que ce sont les professionnels de santé seulement qui doivent... Non, tout n'est pas... C'est quand même peut-être il y a un cas confirmé et tout cela, la prise en charge. Il y a des aspects qui relèvent strictement de nous, mais c'est tout le monde. C'est tout le monde, les services de sécurité, le commerce, tout le monde. La preuve, vous avez vu toutes les mesures qui ont été prises récemment à travers la décision du chef de l'État. C'est vraiment, c'est au-delà d'être multidisciplinaire chez nous, c'est multisectoriel aussi. Donc tout le monde est vraiment, l'implication de tous est nécessaire pour lutter contre la maladie. On le voit bien dans d'autres pays, hein. Même l'armée est mobilisée dans des pays les plus développés. Donc c'est pour, voilà, pour qu'on soit plus ouvert, hein, dans la façon d'aborder la gestion. D'accord. On va d'abord prendre cet appel. Allô? 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 C'est parti. L'armée, on a vu l'armée aux côtés de certains. Est-ce que vous envisagez, vous professionnels, est-ce que l'armée soit à vos côtés? Avant de reprendre, on va laisser ces téléspectateurs nous poser. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre nom, d'où vous nous appelez? Vous allez bien? Très bien.
C'est Keita Sekou depuis Dabondi. Nous vous écoutons. Monsieur qui? Keita. Ah, monsieur Keita. Keita Sekou depuis Dabondi. Keita Sekou. Monsieur Keita, nous vous écoutons. Ok, je voulais d'abord encourager mes docteurs. Et Merci. en plus, toutes mes félicitations parce qu'on n'a enregistré aucun cas de décès d'abord. Oui. Mais j'aimerais encore poser une petite question si vous Allez-y. me permettez. Allez-y, nous vous écoutons. Ok. Ok, est-ce qu'ils ne pensent pas à leur méthode de confinement là en train de augmenter la propagation de ce virus dans notre pays? Parce que si on dit de s'auto-confiner, moi je pense que ça va nous fatiguer. Nous ne sommes pas à cette civilisation, je pense. C'est une... Est-ce qu'il ne serait pas possible de faire une partie où il faut regrouper ces gens-là qu'on pense qu'au moins ils ont contacté avec des malades pour les confiner là-bas jusqu'à ce qu'on se rassure de leurs résultats au lieu de les laisser encore d'aller dans leur famille? Est-ce qu'ils ne vont pas trouver une méthode pour nous pour voir ça un peu, si possible? D'accord, monsieur Keita. Ok. Alors, le confinement, autoconfiné, tout cela. Alors, quelle stratégie vous pouvez proposer, par exemple, professeur Touré, professeur So? Bon, moi je voulais lui dire que sa proposition, c'est-à-dire regrouper les contacts dans un seul endroit et puis les tester progressivement, il y a quelques pays qui l'ont essayé, mais ça n'a pas marché, même des pays voisins. Je vais pas, peut-être que les gens ont suivi la presse, je ne vais pas citer de nom, ou qui ont même proposé que des gens qui venaient de l'étranger, on les regroupait dans un hôtel, quelque chose comme ça, oui. Ça n'a pas bien marché. Ça n'a pas bien. Et puis, au Cameroun, par contre, là-bas, ça n'a pas marché. Et même juste à côté de nous ici, ça n'a pas bien marché chez certains voisins. Parce que ça, non seulement en termes d'organisation, c'est compliqué, et aussi, les gens sont dans le même immeuble aussi. Il suffit qu'il y ait un seul cas qui soit confirmé, même celui qui était négatif, il va les contaminer. Et d'autres pays ont privilégié l'autoconfinement et ça marche. Je voulais dire qu'au-delà même des contacts, il y a des pays, bien de pays d'ailleurs, les contacts asymptomatiques qui sont confirmés ne sont pas systématiquement hospitalisés. Ce n'est même pas un simple contact, mais des gens qui ont un test positif dans beaucoup de pays et qui sont en contact mais qui n'ont aucun symptôme particulier, donc qui ne sont pas, leur état général ça va, ils sont plutôt confinés à domicile et puis ils sont en contact étroit avec les services de santé pour voir que si ça évolue. Donc c'est pour vous dire que nous ne devons pas être aussi rigides. Ce qui est plutôt important, c'est le comportement citoyen. Quand quelqu'un sait qu'il a pris des risques, qu'il accepte de respecter les barrières, les gestes barrières, qui se protègent et qui protègent sa famille et qui protègent ses voisins. Allô, oui. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Ça va? Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? C'est un baril. Allô? 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 Ben, c'est le même baril. C'est pas moi, c'est le professeur. Cette fois-ci, c'est inquiétant. Alors, les gestes barrières, le message passe en boucle à l'antenne nationale. Allô, oui? Allô? Allô, oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, votre nom, d'où vous nous appelez? Bon. Allô? Allô, oui, bonjour. Allô, oui. Allô? C'est pas la télévision en direct? Oui. Allô? C'est la RTG en direct, non? C'est pas la télévision. Allô? Bonjour, madame. Oui, c'est à nous vous Bonjour, parlez ou madame. bien à d'autres personnes? Bon, oui, madame, bonsoir. Votre nom, d'où vous nous appelez? Bonjour, madame. Oui. C'est un peu compliqué. On n'a pas assez de temps. Le dernier message, professeur So,
infectiologue, professeur Touré, ou bien on prend ce dernier appel avant le dernier message. Oui, bonsoir monsieur, votre nom, d'où vous nous appelez? C'est Mamadou Diallo, je vous appelle depuis la T6. Nous vous écoutons, monsieur Julde. Rapidement, on n'a plus de temps. Bon. On va consacrer le reste du timing au message à la population guinéenne. Qu'est-ce qu'il faut pour vaincre le Covid-19 dans le pays? Professeur So, rapidement. Merci beaucoup. Le message, c'est qu'il faut accepter cette maladie et accepter toutes les mesures qui sont déjà connues, puisque ces mesures passent partout. Et si on regarde la Chine, ce qu'ils ont fait, la Chine étant plus nombreux, mais ils ont été très solidaires, ils ont été disciplinés aussi. Très disciplinés. Et donc c'est ce qu'il faut, la discipline, la solidarité, et ensemble, on pourra vaincre, ça c'est sûr, cette maladie. Et donc chacun peut faire quelque chose, quel que soit son rang social, quel que soit son niveau d'instruction, et qu'il soit vieux, adulte, voilà. Donc chacun peut agir et à tous les niveaux. Professeur Touré. Oui, merci. En plus de ce que mon collègue a dit, donc autrement dit la discipline et puis le respect des mesures qui sont édictées par les autorités sanitaires, c'est vraiment le comportement citoyen et se dire que nous avons vaincu Ebola. Sur 10 personnes qui avaient un cas qui était confirmé, 7 en décédaient, quelle que soit la qualité de la prise en charge. Et cette maladie, elle se propage très rapidement, mais elle tue moins. Et nous avons une chance, notre population est relativement jeune, donc nous devons être forts de cela et être forts mentalement pour se dire que certes c'est arrivé chez nous, mais nous pouvons la vaincre. Nous pouvons la vaincre en nous donnant la main, en respectant scrupuleusement ce qui est proposé par les autorités. C'est la même chose qui est proposée dans tous les autres pays. Il n'est pas admissible que les autres pays qui enregistrent actuellement beaucoup plus de cas que nous, à la fin, réussissent à se débarrasser de la maladie et qu'elle persiste chez nous. Donc il ne faut absolument pas que cela arrive. Pour ne pas que cela arrive, il faut que chacun se dise: je dois être le dernier maillon de la transmission de cette maladie, en respectant simplement les règles d'hygiène, les gestes barrières, et en refusant également ou en limitant les déplacements inutiles. Donc si vous devez aller quelque part et ce n'est vraiment pas strictement nécessaire, n'y allez pas. Donc, chaque déplacement pour aller dans des lieux où il y a des groupes de personnes sont également des prises de risques. Donc limitons autant que possible les déplacements. Les écoles sont fermées. Les enfants restent à la maison, pas trop aller chez les voisins et à courir de gauche à droite parce qu'on ne sait jamais qui est allé où toute la journée. Donc, en respectant à son niveau même ces petits gestes, ces règles, en s'imposant ces limitations, je pense que la propagation pourra être maîtrisée. Surtout que nous n'avons pas les moyens que les pays occidentaux ont pour avoir des gros cas, des grandes salles de réanimation. Donc, nous avons tout intérêt à limiter autant que possible le nombre de cas pour éviter des complications. Merci. Moi, le professeur Touré a tout dit, hein, je ne peux rien rajouter dessus, c'est juste respecter ce qu'il a dit. Je rappelle que nous avons ici professeur Abdoulaye Touré, directeur général de l'Institut national de santé publique, professeur Mamadou Salih Ousso, chef service maladies infectieuses à l'hôpital national d'Onka, qui étaient donc nos invités, nos deux experts en cette période de crise. Leur expertise compte beaucoup. C'était tout pour aujourd'hui. Notre émission d'aujourd'hui intitulée carrément comment vaincre cette pandémie, c'était tout. On se retrouve la semaine prochaine certainement pour parler encore de Covid, l'actualité oblige. Sinon, on va parler d'autres thématiques pour vous, chers téléspectateurs. Merci à ceux qui ont suivi cette émission d'ici et d'ailleurs. Et courage à ceux qui sont confinés de l'autre côté de la Méditerranée. On se retrouve le dimanche prochain, si Dieu le veut bien. Prenez soin de vous.
Merci.